Rebonjour. J'ai le plaisir de vous présenter Charlène Descolonges, qui est ingénieure hydrologue, conférencière et auteure. Je vous invite d'ailleurs à découvrir son ouvrage Fake or Not Eau aux éditions Tana. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir fait le déplacement jusqu'à Combloux. Un objectif avec vous aujourd'hui, changer notre regard sur l'eau pour comprendre les changements individuels et collectifs que nous devons faire à l'ère du changement climatique. Et je vous pose tout de suite une première question qui va nous permettre de bien comprendre la situation. Comment fonctionne le cycle de l'eau à l'heure du changement climatique et quelle est la réalité de nos usages actuels de l'eau? Merci pour cette question, merci pour l'invitation et l'organisation de ce bel événement. Alors, je ne sais pas s'il y a mon diaporama, voilà, qui est là. Je vais commencer de manière un peu inhabituelle pour montrer justement comment le changement climatique se traduit concrètement en France. Là, vous avez une image typique d'une manifestation du changement climatique. Même si les études d'attribution de ce qui se passe en ce moment en France ne sont pas encore publiées, on voit clairement la tendance. Un pourtour méditerranéen qui s'assèche. J'étais il y a 2 jours à Narbonne avec des viticulteurs qui étaient juste en train de crever de soif. Et là, on voit depuis 2 ans, il n'y a plus finalement que 200 mm de pluie, 250 mm de pluie, ce qui est vraiment très... là, on pulvérise complètement les statistiques hydrologiques. On est dans une sécheresse extrême. Donc, et quand vous regardez le reste finalement de la France, plutôt bleu, donc les niveaux d'eau sont très hauts. Le nord de la France ne peut pas le contredire, hein, ils sont complètement sous l'eau. L'Arve, il y a quelques mois, a connu sa crue historique, alors qu'en 2015, elle avait aussi une crue historique. Donc, on atteint des records et les records hydrologiques se multiplient. C'est bien que même nous, en tant que scientifiques, hydrologues, nos statistiques sont complètement défiées par le changement climatique. On n'a plus de statistiques stables où on se dit cet événement va avoir une chance sur 100 de se produire chaque année. Là, on commence déjà à diminuer progressivement le temps de ce qu'on appelle la période de retour hydrologique. Donc là, c'est les eaux superficielles. Pardon, je vais vous montrer l'image, le portrait des eaux souterraines. Donc là, vous pouvez regarder, c'est des études publiques. Hein. C'est un portail qui s'appelle Imagéo. Et là, vous voyez que la tendance est bien différente. Ce qui se passe en souterrain n'est pas du tout la réalité de ce qui se passe en surface, parce que les nappes ont besoin de temps pour se recharger. Et les nappes, elles ont une fenêtre de tir pour se recharger d'octobre à mars. À partir de là, toute l'eau va être prise par évaporation, par évapotranspiration des végétaux. Donc on regarde là, le bassin parisien n'est pas très alimenté et évidemment le pourtour méditerranéen est complètement asséché, la nappe du Languedoc complètement vide. Et là, on prépare le terrain pour un phénomène dont on parle très peu, qui est le biseau salé. Donc cette remontée de l'eau salée dans les réservoirs souterrains qui contaminent les aquifères d'eau douce et donc on ne peut plus les utiliser pour l'eau potable. C'est un phénomène qu'on observe un peu partout, hein, du sud au nord de la France. Et malheureusement, on a du mal à le contrebalancer puisque nos nappes sont vides. On tape dedans pour absolument tout, pour l'irrigation, pour l'eau potable, pour l'industrie, etc. Donc voilà les premières manifestations du changement climatique déjà en France, hein, à plus 1,15 degré à l'échelle mondiale. On a vu à l'échelle de la France, c'est plus. Et dans les Alpes, c'est encore plus. On est plus à 2 degrés. Donc, pour illustrer ce qui est vraiment le vrai cycle de l'eau, celui qu'on n'apprend pas à l'école, hein, parce qu'à l'école, on nous apprend que le cycle de l'eau est en circuit fermé, parfait, etc. Là, on est plus sur quelque chose de complètement influencé par les activités humaines. Avant de vous montrer ça, je vais vous présenter, faire connaissance avec votre bassin versant. Donc le bassin versant, c'est l'unité de base en hydrologie, hein, on travaille là-dessus. Là, vous faites partie du du territoire de l'Arve. Donc Martial Sadier qui en a parlé, et j'ai vu Monsieur Forel, qui est président du SM3A, qui s'occupe de la rivière de l'Arve et de tous ses affluents. Combloux fait partie de ce bassin versant. Combloux fait partie de cette histoire qui partage en fait l'eau, la même eau, d'amont en aval, des glaciers jusqu'à Genève. Et ça, c'est extraordinaire de se dire, eh ben, on partage tous la même eau, on a tous une responsabilité, et ce qui vient d'être dit par rapport à la qualité de l'eau potable, c'est une chance. C'est une véritable chance qu'on n'a pas partout en France, malheureusement avec les pesticides et les résidus de pesticides. Sachez que depuis 15 ans maintenant, on a abandonné
plus de 12 000 captages d'eau potable en raison des nitrates et des pesticides notamment. Donc vous n'avez pas ce problème-là, vous avez vraiment une chance d'avoir une eau potable de très bonne qualité et ça, on peut l'hériter et remercier nos montagnes qui nous fournissent cette eau de très bonne qualité. Alors, j'aime beaucoup cette citation d'Éric Orsena, un éminent académicien qui dit « Un fleuve est un miroir de la société. Dis-moi comment tu produis l'eau, si tu la respectes, à quel prix et qui en profite. Et je te dirai très clairement à quel type de société tu appartiens. » Et c'est éminemment vrai quand on sait que les rivières, les nappes sont complètement connectées. Et dès lors qu'on déconnecte ces hydrosystèmes, dès lors que la nappe ne peut plus alimenter son cours d'eau, eh bien, on perturbe complètement ce cycle de l'eau. Et cette déconnexion, on la voit absolument partout, même ici, sur le bassin de l'Arve, en particulier quand on passe Cluse et qu'on arrive sur des petites rivières comme le Foron Rochois, etc. Là, on n'a plus la nappe qui est suffisamment haute pour alimenter ces rivières. Donc c'est problématique et ça va s'aggraver avec le changement climatique. Bon, je vais passer les slides parce que là, c'est plus les usages de l'eau dont on parle très peu, hein. Mais effectivement, chaque année, on prélève à peu près 32 milliards de mètres cubes d'eau, la moitié pour le refroidissement des centrales nucléaires, en circuit ouvert essentiellement, 70%, et ils sont concentrés sur la vallée du Rhône avec les 3 grosses centrales, les 3 grands sites. Et ensuite, on a les circuits fermés, mais ça, c'est une autre histoire. Simplement pour rappeler que l'eau potable, effectivement, en termes de prélèvement, je fais bien la distinction, prélèvement, l'eau potable, c'est 17%. Après, on a les canaux, l'agriculture, l'industrie. Et on se dit, l'agriculture, c'est pas beaucoup. En fait, si. Quand on regarde la consommation, donc toute l'eau qui est consommée, qui ne retourne pas au milieu aquatique ou pas directement, elle est consommée, elle ne revient pas dans l'hydrosystème. Donc, quand on fait la somme de toutes ces consommations, c'est évidemment l'agriculture et évidemment l'irrigation agricole qui consomme, qui pompe le plus d'eau. Et alors, on a fait la distinction prélèvement, consommation. Maintenant, il faut regarder ce qui se passe à l'échelle des territoire, à l'échelle de chaque bassin versant. Qu'est-ce que ça donne? Et particulièrement autour de l'été, quand la ressource en eau est moins disponible. Et bien là, vous voyez sur la carte que toute la façade atlantique, de la Charente jusqu'aux Landes, consomme entre 80 et 95% de sa ressource en eau. Ce qui veut dire qu'on est déjà en stress hydrique, on est déjà en très forte tension quantitative. C'était important pour moi de rappeler ça, pour poser un peu le débat, dire que on vit dans un château d'eau, un territoire qui a beaucoup d'eau, évidemment, mais on n'est pas à l'abri de ces phénomènes de sécheresse et de ces inondations. En fait, le changement climatique, c'est ce que j'ai pour habitude de dire, il va venir révéler tous les désordres qu'on a occasionnés dans le fond de notre manière d'habiter la Terre et de notre manière d'habiter ces hydrosystèmes qu'on a complètement perturbés. Donc, allons-y. Ça, c'est le vrai cycle de l'eau. Alors moi, j'ai 3 couleurs, j'aime bien en parler. L'eau verte, l'eau bleue, l'eau grise. On en a très rapidement parlé avec Thierry hier. L'eau verte, c'est toute l'eau qui est évapotranspirée par les plantes. Dès lors qu'on casse une prairie, dès lors qu'on détruit une zone humide, dès lors qu'on rase une forêt, dès lors qu'on imperméabilise des sols, on va perturber cette eau verte. L'eau verte ne va plus s'évapotranspirer, elle n'aura plus son cycle en surface qui permet ce recyclage de la pluie par les arbres. Il y a un diaporama hier qui a montré des chiffres. Hein. Le 2/3 des précipitations continentales à l'échelle du globe, 2/3 des précipitations continentales proviennent de l'évapotranspiration, de cette eau verte, de ces végétaux qui permettent de recycler cette eau de pluie. Donc l'eau verte, c'est un problème. Je vais en parler après. Ensuite, on a l'eau bleue, donc toute l'eau bleue qui nous entoure. Hein. L'eau même qui est stockée dans la neige, c'est de l'eau bleue. Les glaciers, c'est de l'eau bleue. Ce qui coule dans les cours d'eau, c'est de l'eau bleue. Dans les nappes, c'est de l'eau bleue. Et là, pareil, on a des problèmes. Et après, l'eau grise, c'est toute l'eau qui nécessite d'être dépolluée à cause des contaminations d'origine humaine. Donc, l'eau verte, on a changement de couverture et d'usage des sols, appropriation de l'humidité des sols, en particulier l'agriculture. Les 3 familles de l'eau bleue que sont les surprélèvements d'eau, les stockages artificiels, l'aménagement des cours d'eau qui va perturber l'hydrologie des cours d'eau, les pollutions, donc là c'est plus sur l'eau grise, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on pourrait passer 1 heure, et le changement climatique dans tout ça. Qu'est-ce que ça va donner? En fait, on sait déjà, sans parler du changement climatique, hein,
On sait déjà que les limites planétaires ont été franchies sur l'eau verte et l'eau bleue. Ça, c'est une étude qui est sortie en septembre 2023 du Stockholm Resilience Center, qui a vraiment théorisé ce concept des limites planétaires. Et on sait qu'en France, on a franchi ces limites planétaires d'eau verte et d'eau bleue depuis déjà les années 40, avant même d'avoir ces effets du changement climatique. Pourquoi ? Comme je l'ai dit, tout simplement, en fait, on a artificialisé massivement les sols. On a, je vais revenir un peu en arrière, pardon. On a artificialisé les sols, on a détruit massivement des zones humides, la moitié des zones humides en France depuis 50 ans globalement, essentiellement autour des rivières, le cordon qui permet de faire cet espace de divagation des cours d'eau, des rivières. Ben ça, malheureusement, elles ont beaucoup disparu. Les tourbières, évidemment, on va en parler après. Et puis tous les barrages qui segmentent les cours d'eau, qui empêchent les espèces migratrices de monter et qui ont provoqué un effondrement de la biodiversité aquatique. 76% des espèces migratrices ont disparu en France. Alors, voilà, là je continue mon tableau noir, mais après on va parler aux solutions, hein, parce qu'il y en a. Mais c'est important de reposer encore le constat et d'élargir qu'il n'y a pas que Combloux, il y a aussi tout ce qui se passe à l'échelle planétaire et tout ce que l'on peut observer sur notre bassin versant, ben, on le vérifie partout en France. On a accéléré ce cycle de l'eau. En fait, en pompant beaucoup d'eau présente dans les sols, les sous-sols, en la mettant en surface, on passe d'un cycle long, avec des nappes qui se rechargent sur plusieurs dizaines d'années, centaines d'années, tout dépend de la profondeur, de l'inertie. On les met en surface, elles coulent, elles vont vite vers la mer, et en même temps, on a les activités agricoles qui retournent les sols, qui font ce qu'on appelle une croûte de battance sur les premiers centimètres du sol. Donc l'eau de pluie ne s'infiltre pas dans les sols, va dévaler et emporter toutes les nitrates et les pesticides, et les villes évidemment, et les routes, etc. Tutti quanti. Donc on a accéléré ce cycle de l'eau. Donc on commence à toucher du doigt, mais quelle solution alors ? Eh bien, effectivement, il va falloir ralentir. Mais on va expliquer ce que c'est que ralentir le cycle de l'eau. Je continue très rapidement pour vous dire que maintenant, ça y est, le changement climatique est bien chez nous en France. Les 4 dernières années, sur les 4 dernières années, il y en a 3 qui constituent le podium des sécheresses les plus intenses, les plus aiguës depuis 1983. On n'a pas la donnée de 2023, mais 2022, ça reste quand même la sécheresse historique en France. Et malheureusement, on va les avoir de plus en plus. Donc on bat, comme je disais, des records. Ça, c'est un schéma que vous pouvez retrouver sur Le Bon Pote. Le Bon Pote qui fait beaucoup de vulgarisation scientifique autour du changement climatique et qui montre très bien que pour chaque dixième de degré de réchauffement supplémentaire, on va vers une intensification des événements climatiques. Alors pourquoi ? On en a un peu rapidement parlé hier, mais je repose un peu les bases. La répétition, il paraît que c'est très bon pour la pédagogie. Donc, plus 1 degré de réchauffement supplémentaire, c'est plus 7% de vapeur d'eau en plus dans l'atmosphère. Donc, cette vapeur d'eau ne va pas pouvoir s'accumuler indéfiniment dans l'atmosphère. L'atmosphère va se charger en vapeur d'eau, va reprécipiter et on va avoir, c'est comme si on va avoir un rebattement des cartes, à la fois géographiquement. Donc vous avez compris, le pourtour méditerranéen va s'assécher, les pôles, elles, vont recevoir plus de pluie, et aussi temporellement. Donc ça veut dire que là, ici, à peu près dans ces régions, on va avoir globalement toujours la même quantité de pluie, de précipitations, à peu près 1000-1200 mm par an, mais elle va se répartir différemment dans l'année. Plus de périodes de sécheresse longue et des périodes de précipitations intenses. Qui dit précipitation intense dit aussi l'incapacité des nappes à se recharger. Soyons bien clairs. Si une pluie n'arrive pas à pénétrer dans un sol et à recharger les nappes en profondeur, ne serait-ce que par l'intensification des événements, mais en plus, comme je disais, l'aggravation l'imperméabilisation, l'urbanisation, etc., eh bien, on va limiter cette recharge des nappes. Donc les nappes qui sont notre capital naturel pour stocker l'eau, c'est le meilleur stockage de l'eau qui puisse exister sur Terre, eh bien, vont être de fait affectées par le changement climatique. Voilà, donc première réponse. Et je ne sais pas... Alors, comment s'adapter ? Quel principe guide cette adaptation ? Est-ce que les retenues collinaires sont une bonne solution ? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives ? On y vient. On y vient, exactement. C'est l'heure de vérité. Alors, avant ça, je vais me permettre une petite digression pour finir mon exposé sur les solutions de régénération. Parce que pour moi, on a beaucoup parlé d'adaptation.
certes, c'est très important. L'atténuation, c'est très important aussi. Mais il y a aussi cette optique de régénération qui s'inscrit sur du long terme. Là, les perspectives Combloux, c'est ça. On est sur du 50 ans, 60 ans, 100 ans. On se projette dans l'avenir et on voit que ça va être compliqué. Mais la bonne nouvelle que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on a des solutions. On sait, elles sont là. Donc, je vais vous montrer. Là, j'ai vu qu'il y a eu ça. Je ne vais pas aller là-dessus. Ça, c'est pas pareil. J'en ai parlé. J'en parlerai après de ça. Voilà. Castor, c'est un de nos alliés, on va dire. Un de nos alliés qu'on a malheureusement beaucoup importuné jusqu'à la disparition massive de cette espèce qui remonte aujourd'hui dans nos cours d'eau. Les meilleurs ingénieurs de l'eau, c'est pas nous, hein, c'est eux, ils savent. Eux, ils savent exactement où ralentir ce cycle de l'eau qu'on a accéléré. Donc, il y a une forme de cohabitation que l'on doit maintenant avoir avec ces espèces-là. Régénérer massivement le cycle de l'eau, je vais expliquer pourquoi, comment. S'informer et agir pour faire alliance. Faire alliance typiquement avec le castor, mais aussi entre nous, entre les êtres humains, puisque nous sommes des êtres évolués, adultes, capables de parler, de se mettre autour de la table et d'apaiser tous ces débats autour du partage de l'eau. Donc moi, les grands mots, les grandes voix que je vous invite à faire à Combloux, mais aussi ailleurs, c'est vraiment de régénérer ce cycle de l'eau et de faire alliance avec l'ensemble du vivant. Vraiment comprendre qu'on est tous reliés et qu'il n'y a pas que l'eau, qu'il n'y a pas que le carbone, il y a aussi toute la biodiversité, il y a aussi tous les éléments biogéochimiques, il y a aussi tout ça. Donc régénérer les paysages. Donc j'ai cofondé l'hydrologie régénérative, une association nationale avec des experts, des agriculteurs, des élus, des ingénieurs, etc. L'idée, c'est de ralentir, répartir, infiltrer les eaux de pluie et des ruissellements dans les sols, le plus possible dans les sols. De densifier la végétation, qu'elle soit cultivée ou non, puisque vous l'aurez compris, la végétation est primordiale dans le cycle de l'eau, pour améliorer la résilience des territoires face aux inondations, érosions, etc. On va se baser sur 3 piliers. C'est une recette très simple. L'eau, les sols, les arbres. Commençons par l'eau. Les cheminements de l'eau sont très importants. Alors j'étais par exemple à Narbonne, là, dans les vignobles. On a cherché... Et encore une fois, on cherche toujours à drainer l'eau le plus possible dans ces cuvettes qui vont ensuite les enfoncer dans un fossé. Là, l'idée, c'est de faire l'inverse. Plutôt que d'avoir ces fossés qui vont drainer ces terres, on va chercher à cultiver déjà, à planter en contrepente et à cultiver cette eau en la ralentissant dans des fossés qui vont faire office de bassin d'infiltration. Donc là, déjà, on ralentit. On ne va pas en faire un, on va en faire plusieurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le keyline. Ce sont des noues, c'est des fossés végétalisés. Et ça, c'est hyper rapide, hyper simple à faire. Des viticulteurs qui ont mis ça en place, en l'espace d'une pluie, ils ont vu la différence. Ils ont permis de réinfiltrer et répartir sur l'ensemble de leur vignoble l'eau sur tous les sols. Si bien qu'on n'a plus ces poches d'eau qui s'accumulent à un endroit et qui étouffent les vignes, mais vraiment sur tout le vignoble. Donc c'est l'objectif de répartir cette eau. Les sols, évidemment. Les sols sont des véritables éponges. Donc plus on a des sols vivants, plus on a des sols structurés, aérés, qui permettent de faire éponger, de garder cette eau le plus longtemps possible, eh bien on améliore l'inertie et on ralentit encore une fois le cycle de l'eau. Donc plus 1% de matière organique dans un sol, ça je le rappelle souvent aux agriculteurs, plus 1%, c'est entre 100 et 200 mètres cubes à l'hectare qui peuvent être stockés en plus d'eau, qui sont stockés en plus dans les sols. Donc c'est important de comprendre que des sols qui sont vivants, mais quand je dis vivant, c'est du petit micro-organisme invisible aux champignons, aux vers de terre, etc. etc. Donc des sols vivants et évidemment les arbres qui, en plus de stocker du carbone, d'accueillir la biodiversité, permettent de faire ce recyclage de la pluie. Donc il y a ce modèle, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de la pompe biotique, qui est un modèle climatique qui permet de montrer l'influence des forêts diversifiées, essentiellement les forêts amazoniennes, mais aussi les forêts boréales, qui ont ce pouvoir d'attirer les pluies. C'est un phénomène complètement
nouveau, presque nouveau dans la science. On commence à peine à le documenter. Je vous renvoie d'ailleurs au documentaire Arte sur les rivières volantes, qui est excellent, et qui montre à quel point les arbres sont hyper puissants et sont des atouts quoi, pour le cycle de l'eau, pour attirer ces pluies et garder l'eau le plus possible en le recyclant. Voilà, donc en clair, l'hydrologie régénérative, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est au Mexique, hein. C'est un ranch qui a été aménagé avec ces petites, ce qu'on appelle des baissières, hein. C'est ces fossés qui suivent les mêmes courbes de niveau et intercalés entre des arbres permettent de ralentir et de densifier la végétation, etc. Donc là, vous voyez dans la cuvette une sorte de zone humide qui est en train de se former et qui permet de stocker l'eau. Mais on essaye avec ce jeu de baissières de répartir toute l'eau sur l'ensemble du bassin. Ça, c'est un autre exemple de Mark Shepard avec l'agroforesterie, mais il y en a plein d'autres. Je vous invite à aller voir notre site internet Hydrologie Régénérative pour voir tous les exemples qu'on a en France et plus particulièrement dans le monde aussi. Les solutions. Alors, avant de parler de démocratie, parce que ça fera le lien avec la table ronde d'après, je vais m'arrêter là-dessus. Qu'on soit bien clair, hein, l'hydrologie régénérative ou régénérer le cycle de l'eau, ça passe par ces 3 filtres. L'eau, le cheminement de l'eau, les sols, les arbres. Donc, ralentir le cycle de l'eau, ça me permet de rétablir un peu de vérité. Ce n'est pas décaper une zone humide pour faire une retenue collinaire, évidemment. Alors, une retenue collinaire va permettre de stocker l'eau et permettre de répondre à la demande quantitative, certes. Mais la retenue collinaire ne va pas épurer l'eau, chose que fait une zone humide, ne va pas faire de réservoir de biodiversité, chose que fait une zone humide, ne va pas faire le stockage de carbone, hein, des zones humides, en particulier les tourbières. J'ai noté un chiffre. Si on est un scénario à 1,5 degré, donc on respecte les accords de Paris d'ici 2100, c'est impossible, hein, mais on imagine. La dégradation des tourbières à l'échelle du monde, hein, elle consommerait en fait 40% de notre budget des émissions. C'est énorme. Ça veut dire que même si on ne fait rien, en fait, la dégradation des zones humides émettent des gaz à effet de serre, émettent du carbone dans l'atmosphère. On estime que les tourbières sont détruites à hauteur de 500 000 hectares par an à l'échelle du monde, ce qui libère 2 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère. C'est 5 fois les émissions annuelles de la France. Donc on a vraiment intérêt à réserver ces puits de stockage, ces puits de carbone qui permettent justement de limiter à la fois le changement climatique, mais ralentir aussi le cycle de l'eau. Donc les tourbières sont absolument incroyables. Il faut vraiment les préserver le plus possible. Donc, les retenues collinaires, évidemment, ça pose problème parce que où est-ce qu'on va les mettre? Naturellement dans ces cuvettes. C'est les dépressions topographiques qui permettent d'accueillir toute cette eau, d'avoir toute cette végétation. Et donc, si on l'enlève, eh ben, on se tire une balle dans le pied, quoi. Donc, même si on les trèpe, alors il y a les trépages. Petite subtilité, hein, explication. Les trépages, ça consiste à découper une zone humide de 1 mètre par 1 mètre, de la décaler et de la mettre ailleurs. Et donc après, il y a un suivi qui est fait. Il faut bien comprendre qu'on est en train de jouer aux magiciens, hein. Les zones humides, elles ont mis des millions d'années à se constituer. Donc là, en l'espace de quelques années, on bouleverse des processus biogéochimiques très importants. Donc la question que je pose, c'est est-ce qu'on a réussi à quantifier tous ces gaz à effet de serre qu'on a émis en détruisant ces zones humides? Est-ce qu'on va pouvoir les compenser avec les mesures compensatoires? Et vraiment, je pense que le monde entier nous regarde ici. On est vraiment le laboratoire de la transition. Et c'est hyper important de comprendre qu'on est à la fois on est chanceux, mais en même temps victime de ce qui se passe avec le changement climatique. On est au front de tout ça. Donc je comprends que c'est très compliqué de trouver des modèles alternatifs, mais il faut à tout prix, vraiment à tout prix, préserver ces zones humides et ces espaces naturels et ces hydrosystèmes. Donc voilà. Une autre contre-vérité que je voulais rétablir, c'était de croire que les retenues permettaient de capter l'eau en surplus. J'ai déjà entendu ça, hein, qui permettait d'écrêter les crues. C'est-à-dire écrêter, donc ça veut dire réduire le pic de crue et les retenues pourraient le faire. Alors, les retenues collinaires, même si elles sont multi-usages, hein, une fois qu'elles sont remplies, elles sont remplies. Donc, quand il y a une crue, on ne peut pas la remplir davantage. Donc, une retenue, ce n'est pas fait pour écrêter les crues. En revanche,
aménager des espaces de dépôt, élargir les cours d'eau. Là, on est vraiment sur une optique de régénération et de ralentir ce cycle de l'eau. Désimperméabiliser, c'est aussi une optique de régénération du cycle de l'eau. Et ça, c'est super. Donc ça, on a vraiment beaucoup d'outils pour le faire. Préserver les espaces naturels, désimperméabiliser, laisser la place aux rivières pour divaguer et vraiment foutre la paix à ces zones humides, quoi. Très bien, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? Des questions ? Bonjour. Alors moi j'avais une question, je voulais revenir un peu sur la première conférence qu'il y avait eu sur la petite hydroélectricité et sur son impact sur les milieux. On a entendu dire qu'il y avait des dossiers de 1000 pages et tout ça qui étaient faits sur l'impact de ces trucs-là. Moi j'ai l'impression qu'on est parti sur l'idée de tuber tous les cours d'eau de montagne, hein. Enfin, c'est un peu mon impression que j'ai. Et est-ce qu'on a vraiment mesuré l'impact de cette chose-là ? On a des débits réserves qui sont à 10%. Est-ce que réduire le débit de 10% de tous les cours d'eau de montagne, est-ce que l'impact est vraiment calculé ? Comment ont été calculés ces débits réserves ? Qu'est-ce qu'on prend en compte dedans ? Enfin voilà. Merci pour cette question. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat des barrages hydroélectriques, même si on pourrait en parler des heures. Alors, sur ce bassin, là, le bassin de l'Arve, il y a déjà des grosses infrastructures qui existent, hein, et on voit la tendance qui se développe autour de la microcentrale ou la picocentrale. Et effectivement, ça pose un souci dans le sens où il faut se projeter dans un climat qui change et l'évolution des débits des cours d'eau. Et on considère encore que un torrent ou une rivière sans poisson, c'est un torrent ou une rivière sans vie. Or, il y a de la vie, même dans les torrents et les rivières où il n'y a pas de poissons, notamment ces macro-invertébrés qui sont à la base de la chaîne alimentaire de tous les cours d'eau. Donc, quand on capte cette eau, on ne transporte non seulement pas les sédiments, mais on fait une sorte de blocage hydraulique, hein, et ça peut impacter vraiment toute la vie aquatique. Au-delà de ça, voilà, c'est très compliqué et j'admets que à la fois on veut décarboner massivement notre mobilité et notre industrie, et c'est essentiel, il faut le faire, mais en même temps on veut se tourner vers des énergies renouvelables et donc l'hydroélectricité, donc ça pose question. Et je pense que là, moi j'ai pas la réponse, hein, mais faut avoir ce triptyque vraiment eau, alimentation, énergie. Pour le coup, pour essayer d'avoir interrogé des parlementaires, on n'a pas de vision. On n'a aucune vision sur l'évolution de la ressource en eau et quid de notre souveraineté énergétique, quid de notre souveraineté alimentaire et quid de l'eau potable pour absolument tous nos usages. Et donc, il y a vraiment des questionnements à avoir et des perspectives, hein, des prospectives à faire sur l'ensemble du territoire. Donc, pour répondre à la question, c'est très complexe. On a des impacts sur les milieux aquatiques et donc la biodiversité. Mais voilà, je peux pas aller plus loin dans cette table ronde. Merci beaucoup, Charlène. Merci à vous. Merci pour votre écoute.